Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les deux au cinéma. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors, vous avez vu 3 films et vous allez nous donner vos louanges. Louanges ou et vos peu invitations. De louanges. Alors oui, il y en a un qui s'appelle Pour Sama, qui est vraiment monté en épingle. On a fait un foin à Cannes par une femme, une jeune femme, jolie femme d'ailleurs, puisqu'on la voit à l'écran, Ouad Al-Katea, qui l'a fait aussi avec un autre Syrien. Alors c'est une femme qui était étudiante à Alep, Oui. qui a vécu les révoltes anti-Assad à Alep et qui a filmé les destructions qu'a fait Assad à Alep. Alors effectivement, c'est assez dur parce qu'on voit les bombardements. Elle a filmé avec une petite caméra, donc on voit les bombardements, c'est intéressant. On voit qu'Assad, effectivement, c'est un tyran. Il s'en fout de noyer dans le sang ce qui se passait. On sait qui est Assad. C'est pas le problème politique de savoir par qui remplacer Assad. Assad, on sait qui c'est. Moi, je suis allé en Syrie, quand on voit les portraits, même quasiment dans les toilettes publiques d'Assad partout sur les murs, on a compris ce que c'est qu'un dictateur. Ceci étant, donc il y a des scènes qui sont dures, parce qu'on voit effectivement après le bombardement, un petit garçon qui vient, il est mort sous les bombardements, avec ses 2 petits cousins, etc., etc. On voit les pleurs, c'est terrible. Donc il y a des scènes qui sont intéressantes de ce côté-là, parce qu'elle vit ça. Elle a épousé un médecin qui a monté un hôpital, alors dans les sous-sols, pour aider les blessés, etc. Donc elle monte les saloperies de la guerre, et que prennent les civils de plein fouet. Ceci étant, malheureusement, ce n'est pas du cinéma. Parce qu'elle filme ça avec une petite caméra, elle dédie ça à sa fille qui s'appelle Sama, qui est une petite fille, et les 3/4 du film aussi, ce sont des choses pour voir en famille, c'est-à-dire on la voit au mariage avec son mari, on s'en fout royalement, on vous montre la petite fille dans son berceau, et là qui fait... Bon, on s'en fiche, c'est sa fille, mais on s'en fiche, je veux dire. Et en plus de ça, elle ne sait pas tenir une caméra, parce que quand elle descend, quand il y a le bombardement dans la cave, elle filme, et au montage, elle ne change rien, c'est-à-dire que vous voyez les murs à droite et à gauche, c'est caméra... Donc, sur le plan cinématographique, c'est complètement raté. C'est comme un documentaire. Oui, mais un documentaire raté, parce que je veux dire, il faut savoir le monter après et enlever les scories. Or, ça n'a pas été fait. Ceci étant, c'est vrai, il y a quelques scènes qui nous montrent ce que peut être la guerre en Syrie pour des civils. Et elle s'est quand même dévouée pour essayer de montrer ça. Bon. Alors moi, je vous invite à aller voir Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier, qui est un film qui nous a vraiment réjouis. C'est tiré tout simplement de la magnifique histoire de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. Je suis assez frappée qu'aucun critique n'en parle. Et c'est l'histoire d'un garnement de 14 ans qui dit zut à sa mère, qui dit zut à son père et qui est complètement addict aux jeux vidéo. Alors il se balade dans la rue comme ça. Et cet adolescent ne va pas être miniaturisé comme dans le roman de Nils Holgersson, mais son père, qui est un savant très, très reconnu, et qui a une maison en Camargue et qui s'occupe des oiseaux, qui est donc un nouveau Konrad Lorenz, puisque c'est lui le premier grand éthologiste qui a découvert que le comportement des bébés oies, qui consiste à considérer comme sa mère la première personne qu'il voit en naissance et qu'il la suivra jusqu'au bout. Et donc, il veut sauver les oies sauvages et changer le trajet des migrations de ces oies, puisque les pays ont changé, il y a toutes ces pollutions nocturnes, il y a bien sûr les éoliennes, il y a les chasseurs, beaucoup de choses qui déciment ces oies qui en effet dont le nombre est en diminution. Ça donne, je ne raconte rien d'autre. Donc ce petit garçon qui arrive en Camargue, qui se fait piquer, qui dort pas la nuit et qui peut même pas jouer avec ses jeux vidéo parce que là où il est, il n'y a pas de réseau Wi-Fi. C'est une très jolie histoire. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous invite à y aller. Je vous invite à y aller en famille
avec des adolescents, et je crois même des moins grands, à condition de les prévenir. Il y a une scène de tempête dans les airs qui est difficile, mais si on est prévenu, on peut les supporter. La tempête fait partie de la vie à l'heure actuelle. Exactement, c'est très éducatif, mais c'est un très très beau film avec des images superbes, puisqu'ils vont monter jusqu'en Arctique et au nord de la Norvège, et moi c'est un endroit où je rêve d'aller, donc il y a des vues magnifiques. Vue d'avion. Ce qui n'est pas étonnant de la part de Vanier, qui est quand même un naturaliste, qui a fait déjà un certain nombre de films, j'en ai vu plusieurs. Oui. J'aime beaucoup sa façon de filmer. Il sait filmer la beauté de la nature. C'est un joli film. Je n'avais pas le temps d'y aller, mais je sais que j'ai envie d'y aller. C'est un joli film qui fait du bien, qui est un film heureux et qui montre bien qu'un enfant a besoin de se dépasser et non pas de jouer à son jeu vidéo. C'est un petit traité d'éducation parfait. Voilà, à vous. C'est pas le traité d'Émile. Non, c'est pas le traité d'Émile. Alors, j'ai vu un film d'animation, je ne vais pas souvent en voir, parce que, malheureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de très belles choses en film d'animation. J'attends des films d'animation japonais qui sont un petit peu en sourdine à l'heure actuelle. Ça s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile. Oui. En fait, ce titre-là est sorti d'un roman de Dino Buzzati. Dino Buzzati, qui était un grand écrivain, un écrivain très intéressant du XXe siècle, italien, qui s'était fait connaître entre autres par Le désert des Tartares, qui est un livre absolument magnifique que j'ai lu et relu, et qui avait été l'objet en 1976 d'un film qui s'appelle Le désert de Tartare, produit par Jacques Perrin et qui a une distribution, je ne vais pas vous les citer, il y a 10 personnes ultra connues dans ce film. C'était magnifique ce film, je recommande aux gens, sinon pas d'aller acheter le DVD ou ce qu'ils veulent, mais en tout cas ce film-là, Désert de Tartare. Tout ça pour Dino Buzzati. Donc c'est sorti de ce roman, c'est un film d'animation dans lequel donc, vous avez au début, c'est très original la façon de le présenter, vous avez un ménestrel qui se balade avec sa petite fille, qui raconte des histoires. Bon, il y a un orage, ils vont se mettre dans une grotte. C'est une grotte où il y a des ours, tout d'un coup ils entendent du bruit, ils commencent à paniquer, et vous avez un immense ours qui arrive comme ça, et je vais t'expliquer, Ménestrel, il sait comment manipuler, je vais te raconter l'histoire de Léonce, le roi des ours. Donc il raconte, il tire un panneau, etc., et on tombe dans le film, et ensuite on reviendra au ménestrel qui raconte, etc. Donc l'histoire, c'est le roi des ours Léonce, qui est là avec son petit enfant Tonio, ils sont dans la rivière, ils sont en train de apprendre à pêcher le saumon, et puis l'autre tombe dans l'eau, il s'en va, il disparaît, il ne le trouve plus. Donc, le petit Tonio. Le petit Tonio n'est pas retrouvé par son père, Léonce, le roi des ours. Donc le roi des ours est complètement désespéré, il est là avec sa tribu des ours dans les montagnes, et tout d'un coup, il se dit que bon, il faut essayer de survivre comme ça, puis arrive une famine, c'est en plein hiver, etc. Donc il va chez les hommes. Il va chez les hommes pour essayer d'avoir des... Bon, alors il y a un petit peu de bagarre avec les hommes, finalement ils réussissent à s'entendre, ils sont ensemble, et puis à la fin ils déterminent que les hommes ont beaucoup de vices, et que en se mélangeant avec eux, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on donc c'est un film d'ailleurs à mon avis, moi j'en ai tiré un film aussi sur l'identité et peut-être l'intérêt de ne pas trop se métisser et pas de vivre ensemble entre les ours et les hommes. Et donc il retourne ensuite, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il raconte son histoire, on voit cette histoire-là qui est racontée. Ensuite, on s'aperçoit que l'ours à qui il raconte ça, c'est en fait le petit Tonio qui a été retrouvé à la fin, qui est vieux, écoute ça, et lui qui dit « Ah non, non, non !» Et il donne sa version de l'histoire. Donc on a encore une deuxième petite version de l'histoire, un petit peu différente. C'est astucieusement fait, c'est remarquablement fait. Pour tout public. Ah, pour tout public, absolument. C'est joliment fait. En plus, bon, il y a le roi des humains, si on veut aussi, lui, à son traître, etc. Donc, il y a aussi une histoire avec un magicien. C'est, en plus, sur le plan animation, c'est remarquablement fait. Ce sont par exemple, les montagnes, ce sont des grandes touches. Je ne me souviens plus. Non, c'est pas Walt Disney. J'ai omis. Ce sont des grandes touches comme ça. Les ours sont assez rustres dans la façon de les faire.
mais ça passe très bien. C'est un très beau dessin animé, très beau film. Et puis... Avec une belle, parce qu'en plus, on parle de morale, on parle d'honnêteté, etc. Ce qu'on voit pas trop dans le cinéma. Ce qui est rare, c'est très bien fait. Moi, j'avoue que je me suis régalé de voir ce film. Bien. Mais on en dit beaucoup de bien. Hein. Il a eu des prix, etc. Donc... Eh bien, vous avez vu aussi Joker. Ah oui, alors ça, Joker, pour moi, c'est le film de l'année. C'est le film de l'année. Joker de Todd Phillips, c'est un film, alors déjà, certaines scènes sont tournées à la Scorsese, donc ça vous montre déjà, parce que Todd Phillips, c'est quelqu'un qui avait fait des comédies avant, donc on se dit, qu'est-ce qu'il va faire dans ce New York des années 70, un petit peu, etc. Oui, il est film à la Scorsese, donc déjà, ça vous dit, déjà sur le plan formel, ce que ça représente. Alors c'est une histoire qui est très curieuse, parce que en fait, il réinvente le mythe de Joker. Tout le monde connaît le Joker, qui est l'ennemi implacable de Batman, quand même. Excusez-moi, mais Batman, dans le cinéma, Batman, c'est quand même... Je suis une fille. Oui, non, mais Batman, c'est quand même connu de tout le monde dans le cinéma, l'histoire de Batman, et le Joker, c'est celui qui est son ennemi. Donc, ça n'est pas un plagiat, mais il réinvente le mythe à travers quelqu'un qui s'appelle Arthur Fleck, qui est en fait un pauvre type, qui vit avec sa mère malade, et qui a un handicap terrible, c'est que tout d'un coup, il est pris de crise de fou rire un peu dément, très tonitruant, dont il ne peut pas se défaire. Il est à la sortie de boîte, il est déguisé en clown, il tient des panneaux, il gagne sa vie comme ça. C'est un pauvre type, il vit d'ailleurs dans un quartier de New York où il y a des rats, tout ça, c'est assez sale, qui s'appelle Gotham. Gotham, c'est quand même la ville maudite avec Batman, etc. Donc il y a quand même la référence, évidemment. Et il se trouve là, alors il se fait casser la figure par quelques jeunes parce qu'on lui pique son truc, parce que c'est un pauvre type, il est déguisé en clown. Ensuite, il se retrouve dans le métro où il se fait... entre-temps, il y a un copain clown parce qu'il vit de petits amusements comme ça. Il va dans les hôpitaux, auprès des personnes âgées, il fait le clown, quoi. Il vivote avec sa mère malade. Il s'apercevra après que sa mère malade lui a menti et qu'en fait, elle n'était pas si bien que ça, etc. et que son traumatisme vient peut-être de sa mère. Mais donc, ce clown... commence à être quelqu'un qui commence à partir vers la folie. Quand il y a eu cette attaque, il s'est fait donner un pistolet par quelqu'un, et son grand rêve, parce qu'il pense qu'il peut faire rire les gens, donc son grand rêve, c'est d'assister à une émission, un show télévisé, qui est ultra connu, et dont l'animateur est joué par De Niro. Et effectivement, pendant tout le film, c'est son rêve, mais lui, c'est le pauvre type. Et puis, avec son revolver, il commence à tuer aussi... Faut pas... Si, c'est 3 personnes qui sont dans le métro, parce que c'est une scène absolument hallucinante, magnifique, dans le métro, avec des couleurs extraordinaires. C'est vraiment un très beau film. À la fin, il pète les plombs. Et on s'aperçoit qu'il arrive tout doucement vers la folie. La grimace du clown devient quelque chose de très amer et de terrible. Alors, le problème du film, c'est pas le problème, c'est ce qui magnifie ce film, c'est quand même Joaquin Phoenix, qui fait une performance. Il a maigri de 20 kilos, il est un peu dégingandé, etc. Il fait par exemple une descente de marche à un moment, un peu à la clown, etc. Mais on a envie de dire repasser la scène, tellement c'est magnifique. Ouais. Il joue d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. C'est le film à voir. Il y a une scène, effectivement, il y a quelques scènes un petit peu drôles. Il y en a une avec une petite violence, on ferme les yeux pendant quelques secondes, parce qu'elle est assez violente. On la voit arriver, on ferme les yeux, si on n'aime pas les scènes trop crues. En dehors de ça, c'est un film, j'espère qu'il y aura 10 000 Oscars. C'est vraiment extraordinaire. Bien. Alors, dans un ordre plus sage, plus sage et plus... plus costumé, parce que je n'en avais pas parlé la dernière fois. J'ai été voir Downton Abbey et j'y allais un peu en traînant les pieds, parce que j'avais vu quelques feuilletons. Ça restait pour moi un feuilleton. Et puis j'ai été absolument étonnée de voir comme le film était très très bien fait. Et j'ai été étonnée de voir la philosophie qui émane de ce film, qui a été tout de même lu par 20 millions de spectateurs. C'est un succès planétaire.
Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est le contraire de notre société actuelle. C'est une société pleine c'est une société hiérarchique, avec des interdits partout. C'est une société d'honneur. Chacun doit rester à sa place et accomplir son devoir, qu'il soit valet de pied ou fille de la reine. Et c'est vraiment... c'est notre anti-société. C'est pas difficile. Personne n'a envie de prendre la place du voisin. Personne n'a envie de... Et même ce fameux chauffeur, puisqu'il y a un chauffeur irlandais qui va épouser une des filles de cette famille aristocrate. Et même cet Irlandais va privilégier l'Angleterre et la couronne britannique, je n'en dis pas plus, et oublier toutes ses origines. Il est devenu un membre de l'aristocratie anglaise dont le chef est la reine, le roi à l'époque, et la reine. C'est un film, là aussi, c'est un... Les Américains ont une expression d'un feel-good movie, c'est le film qui vous fait vous sentir bien. Ben, c'est un film de cet ordre et donc je le conseille avec Donne-moi des ailes, et je rappelle Alice et le maire et Au nom de la terre, et plus récent Jour de pluie à New York, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais rajouter une petite chose sur Joker, parce qu'en dehors de la forme qui est très belle, de la performance de l'acteur, il y a aussi des messages derrière. C'est intéressant parce qu'il y a les clowns, vous verrez des scènes extraordinaires. Et en même temps, il y a une révolte dans la ville parce qu'il y a la haine des riches. Enfin, il y a toute une réflexion aussi sur la violence, sur la révolution, sur la haine des riches, sur le voilà. Et puis la dérive d'un psychotique. Très très bien. Eh bien donc, Frédéric vous a critiqué pour Sama, vous a suggéré d'aller voir La fameuse invasion des ours en Sicile et Joker. Plus que suggéré, je vous le conseille. Inciter. Et moi, Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier. Et puis, parce que j'ai rencontré quelqu'un ce week-end qui voulait savoir où est-ce qu'on avait marqué ces listes, eh bien, sur annebrassier.fr, chers amis de TV Liberté, vous pouvez retrouver ces titres, une partie de ces titres en tout cas. Merci beaucoup Frédéric. Merci, à la semaine prochaine. À mercredi prochain, si vous le voulez bien. Nous avons la joie de recevoir ce matin François Jonker. Bonjour. Bonjour. François. Bonjour Anne, bonjour à tous. Pour un troisième livre qu'il vient de publier, Nouvelles de mes nuits, aux éditions Ballant. Alors, je plante le décor. Souvenez-vous, François Jonker a écrit ce très beau livre sur un poète et un écrivain qui m'est cher, Robert Brasillach. Son titre, c'est Robert B. 7 nuances de gris. Complètement. Peut-être rappeler le pourquoi du titre pour des gens qui viendraient de naître à la station et qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore ce bonheur de connaître Brasillach. Bien sûr, Robert Brasillach, qui était un écrivain extraordinaire, avait écrit donc un roman qui avait failli avoir le Goncourt en 1939, qu'il a loupé par la faute, curieusement, d'un très grand écrivain qui était Léon Daudet. Oui. Et c'est vrai que ce livre magnifique s'appelait Les 7 couleurs, dans lequel, grâce à son talent extraordinaire, il utilisait tous les modes possibles, que ce soit le courrier, le journal, pour justement raconter une histoire de 3 personnes. Et donc je m'en suis inspiré pour lui rendre hommage, parce que l'écrivain demeure un écrivain qui doit être connu et reconnu. Et moi qui suis canétois comme lui, donc, comme je vous l'avais déjà raconté, je l'ai fréquenté dès mon plus jeune âge, d'un point de vue... Votre maison, la maison de vos grands-parents, dominait la maison des Bardèches,
Complètement. Et je me suis aperçu, puisque Toute malheureusement... petite maison, mais pleine de charme. Complètement, et je me suis aperçu, puisque j'ai perdu mon père dernièrement, que nos tombes familiales, en plus, étaient voisines, complètement. Non. Donc ils vont pouvoir continuer à parler Ouais, ensemble. sauf que Robert était enterré ailleurs, comme vous le savez. C'est vrai, vous avez raison. Oui, mais il doit y avoir Un canal de eau, certainement. non, mais un ancêtre de... Ah oui, il y a sa grand-mère. de Brasiliac, voilà. Ses grands-parents, ils sont enterrés, je crois qu'un de ses cousins également. Donc ils vont pouvoir trouver de quoi se dire. Je suis persuadée que j'avais lu un livre très joli, ça s'appelait Conversation entre les morts, et chacun racontait son histoire et c'était... Ah, je crois, ils ont toute l'éternité pour faire connaissance. Voilà, je trouve que c'est une belle idée. Hein. Ils ont toute la liberté pour le faire, parce que je pense que là-haut, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc. Enfin libre. Enfin libre, oui. Et vous avez écrit un deuxième livre qui m'a ravie, qui s'appelle Voix de fée. Alors évidemment, c'est fée, F-E-E-S, et c'est pas voix de fait. Et vous brodez sur le mot fée, et avec un goût de la langue absolument fantastique. Alors, faites-nous un petit résumé de ces fées. En fait, c'est un clin d'œil aux contes de fées. Alors, dans ma jeunesse, on lisait encore des contes de fées. Oui, dans la mienne aussi. Je sais, on y croyait encore d'ailleurs, et c'est malheureux que de nos jours... moi, j'y crois toujours. Moi aussi, mais on les met de côté de nos jours, malheureusement. Et c'est vrai que c'était un clin d'œil aux fées, puisque le point de départ du livre est justement naissance, en fait, avec 3 fées qui se penchent sur mon berceau, comme il était l'usage à l'époque. Sauf que ces braves fées, effectivement, tiennent leur baguette à l'envers, ce qui est le début d'une série de catastrophes. Elles sont distraites. Elles sont distraites, voilà. C'était déjà le début. C'était en fait aussi pour montrer que les fées étaient troublées par l'évolution de l'époque, puisqu'elles avaient connu, elles aidaient et aimaient les hommes à un moment où elles pouvaient les soutenir. Oui. Et de nos jours, elles sont perturbées parce qu'elles ne savent plus très bien comment gérer ces individus dont elles ont la charge. Oui. Par intercession du Saint-Esprit, si j'ose dire. Et donc, du coup, elles se trouvent un petit peu embêtées, ce qui explique leur gaucherie, d'une certaine façon. Leur trompe. Et donc, ce personnage qui avance dans la vie et qui communique avec ses fées, et c'est un livre, vous vous ennuyez, le plafond est bas. Vous avez des problèmes, des soucis, des drames. Vous ouvrez ce livre et vous oubliez tout et vous riez aux éclats. Et puis vous allez rire aussi avec ce livre étonnant qui s'appelle Nouvelles de mes nuits chez Balland. Et on s'aperçoit que vous ne dormez pas beaucoup et que vous, avec les personnages de Marcel Aimé, vous traversez Paris du nord au sud. Complètement. Alors, j'ai une grande admiration pour Marcel Aimé, oui. Puisque c'est vrai que, je crois que vous en avez également déjà parlé, pour les 50 ans de sa disparition, donc en octobre 2017, on avait refait avec des amis la traversée de Paris en pleine nuit, en portant des valises pleines donc, de charcuterie qui avaient été dégustées à notre arrivée, donc en suivant exactement le même itinéraire que dans sa nouvelle fameuse. Alors moi, je l'ai fait bien avant vous, grâce à Emmanuel Ratier, qui était aussi un fou de Marcel Aimé, et qui a emmené un groupe, mais pas de nuit. Nous c'était un dimanche. Nous, on avait fait ça de nuit. Et nous nuit. n'avons pas porté de valises. Nous, c'était terrible, parce que c'était des valises d'époque, et je peux vous assurer que les valises d'époque ne roulaient pas, elles étaient très très lourdes. Et on était habillés également comme des gens de 1940 qui craignaient que la police éventuellement les arrêtât en pleine nuit. Oui. Bien sûr. Alors, dans ces nuits, d'abord qui mettent en valeur Paris de façon étonnante, on se rend compte combien c'est vrai, les nuits de Paris, quand on marche, sont belles. Complètement. Et Paris devient différent la nuit, comme beaucoup de villes d'ailleurs. Et c'est vrai que la surpopulation de la journée disparaît et on peut s'approprier plus facilement Paris, même si effectivement beaucoup de choses sont inaccessibles malheureusement, mais le rêve, lui, est ouvert. Alors, une succession de petites nouvelles, parce que c'est une succession de petites nouvelles extraordinairement ciselées, avec des chutes, comme dans toutes les nouvelles absolument étonnantes à chaque fois, qui traduisent plusieurs choses. D'abord, votre goût du langage. Où avez-vous pêché ce goût du langage, cette frénésie du langage, ce jeu avec la langue, puisque vous en faites... Moi, je pense que l'écriture... Il y a 10 plaisanteries par page, merveilleuses. Complètement. Alors, je pense que l'écriture est quelque chose qui doit être une sorte de geyser, d'une certaine façon. Et pour moi, les plus grands écrivains, alors je ne me compare pas, loin s'en faut, à eux, bien entendu, mais les grands écrivains étaient des écrivains. Voilà, sont des geysers. Rabelais est un geyser, Céline est un geyser. C'est des gens qui sont tonitruants
À la limite, Jean Co. Jean Co également. Donc Ouais. c'est ça que je recherche à mon modeste niveau. Pourquoi? Parce qu'une écriture linéaire est une écriture, alors sauf quand on fait des biographies ou des œuvres, bien entendu, des essais. Et encore, on est prié de mettre un peu de chantilly et d'être léger. Complètement, complètement. Alors que je pense qu'un écrivain doit être, en plus, dans mon cas, c'est un passe-temps, bien entendu, il doit être fougueux, il doit être un petit peu fou, il doit être un petit peu hussard, il part à la charge, on crie, on ne sait pas où on va, c'est Alors le vous délire. avez lâché le mot, vous avez eu pour maître les hussards. Complètement. Et le dernier d'entre eux, Michel Déon, Michel Déon, et puis celui qui était un petit peu qui les aimait beaucoup, Christian Millot. J'ai été très ami avec Christian Millot et j'ai bien connu, enfin, à la fin de sa vie, malheureusement, Michel Déon, que vous connaissiez bien, d'ailleurs, vous-même. Oui. Et c'est vrai que j'ai fondé, d'ailleurs, grâce à Christian et grâce à Michel Déon, le prix des Hussards en 2013, qui continue à exister. C'est ça. Avec un certain succès. Puis ça nous permet de parler d'écrivains qui mériteraient les feux de la rampe de nos jours, que ce soit de Félicien Marceau, de Jacques Perret, et peut-être un jour de Robert Brasillac, qui mériterait également que les écrivains qui osent parler des écrivains puissent s'afficher et afficher leur goût en public. Alors, d'où tenez-vous? Alors, il y a un autre fait marquant, c'est votre totale liberté d'esprit, qui va très loin, c'est nos limites. Cette espèce d'anticonformisme primaire, secondaire et tertiaire, c'est de famille? Alors j'espère que j'ai hérité ça de mon père, qui était également un artiste dans sa jeunesse, avant que malheureusement les devoirs de la famille le rappellent à des choses beaucoup plus sérieuses. Oui. Mais c'est vrai que là c'est pareil, je pense que la vocation d'un auteur n'est pas d'écrire des choses très simples pour plaire à tout le monde. À la limite, choquer est aussi un des devoirs de l'auteur, justement d'interpeller les gens, de les bousculer d'une certaine façon. Et je me suis beaucoup inspiré d'études sur le roman qui ont été faites justement par des proches des Hussards, que ce soit Kléber Hédens, Jacques Laurent ou Félicien Marceau, justement, qui rappelaient que que les romans, étaient vraiment des choses qui devaient exploser. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de tiède, de mièvre, de plat. C'est de l'énergie, c'est des volcans qui sont prêts à éclater ou qui éclatent. Alors, on va prendre comme exemple cette nouvelle étonnante nous sommes retour en arrière, c'est place de Grève, je crois, où l'on exécutait, Oui, on décapitait. Ouais. Vous avez un personnage qui raconte, qui se moque et qui raconte ses derniers instants, puisqu'il va être décapité. Et dans la langue du Moyen-Âge, c'est extrêmement vert. Et la chute, je ne donnerai pas toutes les chutes, rassurez-vous, chers amis de TV Liberté, mais la chute est absolument étonnante. Donc il y a un mouvement pour refuser la décapitation. Et donc le seigneur du moment dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, il sera pendu. Et la dernière phrase, c'est, on voit un bon père de famille et sa fille nattée sur tranche. Et le père dit, « Ah, ma chérie, tu vas voir, au bout de sa corde, comme il se balance ton porc. » Et alors là, on est reprécipité dans le XXIe siècle. Complètement. C'est une façon de se moquer gentiment ou pas. D'ailleurs, chacun le prendra comme il le souhaite. Et je n'ai vraiment l'intention de blesser personne. Mais c'est vrai que les attitudes de nos jours, il faut penser que ça a été les attitudes d'hier qui ont cautionné l'exécution et la mort d'innocents. C'est ça, oui. Et c'est les mêmes que l'on reproduit aujourd'hui en les vantant et en les promouvant auprès du plus grand nombre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui mérite d'être rappelé, dire attention. Hier, quand on regardait quelqu'un pendre au bout de sa corde, on disait la même chose qu'aujourd'hui on nous apprend à dire dans les écoles. Il faut toujours que le peuple s'érige en tribunal. Bien sûr. Hélas. Et de préférence, fasse des déclarations à mort. Ah, complètement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui. Ah, c'est évident que de nos jours... Beaucoup de gens sont traînés en justice et on veut leur mort, si ce n'est physique, en tout cas sociale. Et c'est très inquiétant d'ailleurs parce que le peuple est quelque chose qui se manipule, tout le monde le sait depuis fort longtemps, et c'est vrai que l'intelligence est un bien dont moi-même j'ai été peu servi, et je pense qu'effectivement il faut éviter que la grande majorité qui n'a pas forcément de formation puisse s'ériger en juge et pousser à des situations qui sont des situations qui sont nécessairement injustes. C'est quelque chose qui, je pense, doit être mieux maîtrisé. C'est aussi un des objectifs de ce livre, de faire prendre conscience de tous les déséquilibres qui peuvent exister de nos jours et qui nous amènent à des situations qui sont des situations ubuesques et complètement impossibles à gérer. De toute façon, vous n'avez pas une opinion, et vous avez raison,
une opinion des hommes extrêmement valorisante. Ils sont quand même extrêmement cruels, bêtes et méchants, j'ai envie de dire, dans la majorité. Bien sûr, complètement. Et je pense que dans la majorité, effectivement, ils sont tous certainement, peut-être par faiblesse ou par lâcheté, parce que je pense que le plus grand défaut de l'homme est qu'il soit lâche. Et donc, du coup, quand vous avez votre voisin qui crie à mort, à la limite, vous criez à mort parce que vous n'osez pas lever les bras et dire paix, soyons justes, et ainsi de suite. Ouais, sauf quand ils sont hypocrites, parce que là, aujourd'hui, on crie paix, aimons-nous les uns les autres, mais on décapite dans les coins. Ça revient au même, ce qui est d'ailleurs encore pire. C'est encore pire, parce que c'est vraiment très hypocrite. Complètement. La nouvelle qui illustre bien ça, c'est la parabole des talents, avec ces deux frères que vous appelez Marx et Spencer. C'est une facilité, il faut vraiment le pardonner, je crois. Alors là, Marx et Spencer, alors ces deux gars, nous sommes dans un ranch au Texas, et il y a un frère qui travaille bien, avec beaucoup de sérieux, et puis un autre qui est un glandeur, qui va d'ailleurs jouer au poker sur la côte. Et bon, je ne dis pas la fin, mais c'est quand même... et la fin est sinistre et cynique. Et c'est vrai, mais j'avais toujours été interpellé par cette parabole, qui est une parabole superbe, mais qui finit de manière un petit peu étrange, d'une certaine façon, même si l'explication demeure. Donc c'est vrai que j'avais voulu la moderniser, humblement ou honteusement. Et c'est vrai que je pense que de nos jours, c'est pareil. Et je pense que l'évolution de la modernité altère beaucoup de choses. Ça a altéré le pouvoir des faits, ça altère le pouvoir des paraboles. Il y a beaucoup de choses qui font que l'homme, à qui on a donné des guides qu'il suffisait de suivre, les a abandonnés et se fourvoie comme ça parce que justement, il n'est plus capable de gérer sa route, à mon avis. Alors bien sûr, nous nous promenons le long de la Seine, les bouquinistes, vous montrez qu'un un auteur va mourir et que, sans avoir rencontré le succès que son livre excellent aurait dû mériter, et puis que dès qu'il est mort, Voilà, une espèce de petite... sa garde rapprochée d'amis, si je puis dire, va répandre la bonne nouvelle qu'un grand livre est né, et il va enfin accéder à la... Pour vous, tout excellent livre arrive un jour Oui, ça c'est un clin d'œil qui est très, je pense, waldien. D'une certaine façon, je pense que l'œuvre se suffit à elle-même. Alors c'est vrai que de nos jours, on nous vend beaucoup de livres, et peut-être que le mien en fait partie. On nous vend beaucoup de médiocres choses. Voilà, c'est ça. Sauf ici, où je ne vous vends, d'abord je ne vous vends rien, et ensuite je vous donne que d'excellents livres. Un petit peu de pub. Voilà, et c'est vrai qu'on nous vend donc d'une certaine façon des choses qui sont peut-être de qualité médiocre, mais les systèmes sont organisés, parce que de nos jours, nous sommes dans une société ultra organisée, donc tout est couru plus ou moins d'avance. Il suffit juste de connaître le nom du gagnant du pompon. Et je pense qu'une œuvre d'art, et les seules, il faut regarder justement à travers le temps, les œuvres qui ont vraiment survécu d'une certaine façon, elles n'ont pas connu à l'époque les grands livres du 15e, 16e siècle, n'ont pas eu le Goncourt, n'ont pas été entourés par la médiatisation, tout ce qu'on veut. Mais sont morts bien souvent très pauvres. Complètement. Un petit peu, c'est un parallèle que je fais volontiers avec les peintres du début du 20e siècle, qui connaissaient la misère, et sitôt leur mort arrivait, leurs œuvres prenaient des valeurs phénoménales. Et je pense qu'une œuvre d'art en tant que telle a sa propre vie quand elle est vraiment une œuvre d'art en tant que telle. Oui. Alors, ce qui frappe dans votre livre, c'est ce geyser d'imagination, parce que on se demande ce que vous allez inventer et on n'est jamais déçu. Et vous citez Félicien Marceau, « L'imagination est une science exacte ». Exact, c'est un livre d'entretien, je crois qu'il a fait quelques années avant sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très amusant. On n'imagine pas comme ça, de façon débridée? Je ne sais pas. Alors, Félicien Marceau était un auteur qui mériterait qu'on s'attache beaucoup plus à son œuvre. Et pas non seulement le théâtre, mais également son œuvre romanesque, qui est absolument superbe. Et je pourrais vous conseiller et conseiller à vos auditeurs La fille du pharaon, qui est un livre absolument remarquable, plein d'esprit, qui est tout petit livre, je crois qu'il est paru au Mercure de France. Oui. Et c'est vrai que c'est assez pareil. Ce sont des auteurs qui ont été habités toute leur vie, et Dieu sait qu'on a dit des choses horribles sur Félicien Marceau pour trois malheureuses émissions en radio dont on passera. Bien sûr. En Belgique. Voilà. Quelle horreur. Mais c'était des gens qui font toute mon admiration parce que toute leur vie, ils ont été habités par la construction d'une œuvre. Et justement, on réfléchit à l'imagination et à la maîtrise de ce genre de choses en se laissant emporter par moments, en reprenant le contrôle. Et je pense que c'est des gens qu'il faut
il faut s'en inspirer. Après, a-t-on le talent pour les suivre? La question est posée. En ce qui me concerne. Je peux vous dire oui. Alors, ce qui est sympathique aussi et ce qui fait que vos livres nécessaires devraient être remboursés par la Sécu, c'est cette phrase. Le bonheur consiste à rendre extraordinaires les jours ordinaires. C'est exact. Encore faut-il le faire. Il est peut-être facile de l'écrire. Ça, quand on a compris ça, il n'y a plus aucun souci, aucun drame qui peut vous peser sur Bien sûr, mais les épaules. Je pense que la recherche du bonheur vers laquelle nous tendons tous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué d'une certaine façon. Malheureusement, on l'enrobe de choses qui nous masquent la réalité des choses. Je pense que la recherche du bonheur, Cicéron disait que pour être heureux, il fallait de mémoire avoir un jardin et des livres. Je pense que c'est un bon début déjà pour avoir une bonne vie. Après, une famille heureuse et bien entendu la santé, il y a beaucoup malheureusement de choses qui se greffent dessus. Mais je pense que le vrai bonheur, celui qui vous habite, celui qui irradie votre existence, est quelque chose qu'on peut, à mon avis, essayer de trouver. Alors la difficulté, c'est de le conserver. Mais le trouver, c'est, je pense, facile quand on se... Et les regrets, vous avez une très jolie phrase, sont des sales bêtes qui vous dévorent. Il y a d'autres qualificatifs d'ailleurs. Ce qui est exact, malheureusement. Les regrets, sales bêtes qui vous dévorent. Ça, c'est très très joli. Il faut vraiment se débarrasser de ces... Ah bien sûr, on ne peut pas vivre avec ses regrets, avec ses remords. Si possible, ne pas en avoir, c'est l'idéal. Maintenant, c'est toujours facile. Nous avons tous des vies compliquées avec des accidents de parcours. Donc, et puis bien sûr, il y a ce jugement sur notre époque avec la nouvelle étonnante de l'ordinateur qui va se retrouver vidé. Et votre conclusion qui est assez effrayante. Plantez-nous le décor sans dire la fin. En fait, c'était... S'il vous plaît. Ça s'appelle Albert Zehmer, puisque nous avons tous, malheureusement, et on note en avançant en âge des pertes de mémoire et ainsi de suite. Et en fait, je me suis amusé à considérer qu'en fait, rien ne se perdait, puisque nos vies sont des choses qui existent, que notre créateur d'ailleurs connaît de A jusqu'à Z. Et donc, en fait, un ordinateur garderait tous ces souvenirs qui, chez nous, deviennent malheureusement évanescents les années passant. Et, sauf qu'effectivement, un jour, cet ordinateur, malheureusement, la main humaine étant ce qu'elle est, a quelques petits problèmes, quelques problèmes de bugs. Et effectivement, donc, la question qui sous-tendra la fin de la nouvelle, sera comment on gère cette surcharge de données et comment l'ordinateur peut éventuellement s'en débrouiller. Et ça se termine, de façon politique, je dirais. Claire alors jouait son va-tout pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Fallait sauver le bon, le meilleur de nous, tant pis pour les fanfreluches et l'accessoire. On a programmé la bête pour qu'elle efface tout ce qui n'était pas utile pour façonner une société meilleure. On ne voulait garder que le positif, l'amour du prochain, les bons sentiments. Et alors, tu viens d'entendre le dernier souvenir qui reste. Il n'y a plus rien d'autre. L'ordinateur est aussi vide qu'au premier jour. Et j'espère qu'effectivement, elle n'est pas prémonitoire, que je me trompe et qu'il restera quand même un petit peu d'amour. Toujours, toujours, toujours avec des écrivains comme vous, François Jonquière. Merci. Donc, je vous conseille cette très jolie œuvre, Nouvelles de mes nuits, c'est publié chez Balland, François Jonquière. Et après, vous dévorerez Les Voix de Fée aux éditions de la Thébaïde et Robert B. ou 7 nuances de gris chez Pierre-Guillaume Deroux. Vous avez le même sens du bonheur que notre ami Robert. J'aimerais bien, je n'ai pas son talent, c'était un écrivain vraiment extraordinaire, mais c'est vrai qu'il avait une façon de rechercher le bonheur, et je me souviens de cette phrase que vous m'aviez citée de Jacques Laurent, qu'il expliquait que c'était quelqu'un qui, à 18 ans, était nostalgique déjà du bonheur de ses 17 ans, et c'est vrai qu'il avait une façon de rechercher le bonheur, peut-être parce qu'il, malheureusement, voyait déjà le destin terrible qui l'attendait dans les années à venir. Oui, il l'a vu assez tard, mais c'est vrai que quand il écrit La vie de Virgile, il sait bien ce que c'est qu'un poète qui s'engage en politique et que ça se termine mal. Mais en tout cas, mille merci, François Jonquière. Merci, Louane. Merci d'avoir illuminé mes nuits. Avec grand plaisir. Chers amis de TV Liberté, à très vite.
Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons le bonheur et l'honneur de recevoir Jean-Michel Vernochet pour un livre qui s'appelle « La France en flammes, des Gilets jaunes à Notre-Dame de l'Apocalypse ». C'est aux éditions des Cimes. Bonjour, Jean-Michel Vernochet. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes venu à ce micro pour nous parler déjà des Gilets jaunes dans un livre qui s'appelle Les Gilets jaunes, l'insurrection civique aux éditions Apoxis. Voilà, et vous avez écrit un précédent livre, vous avez écrit beaucoup de livres, mais le précédent sur la guerre civile froide, l'opposition à un moment donné où se posait la question, elle se pose de plus en plus, dans la confusion d'ailleurs la plus totale entre droite et gauche, qu'est-ce qui est à droite, qu'est-ce qui est à gauche. Aujourd'hui, mais en fait, à l'infini, il y a une convergence, non pas des luttes, mais une convergence des systèmes. L'ultralibéralisme et le collectivisme marxiste-léniniste se rejoignent dans la disparition des frontières, entre autres. Oui, puis je trouve que c'est un jeu qui est fait pour amuser la galerie et qui perd de vue le bien commun. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu de hauteur et il faut viser le point commun, le bien commun. Je pense que c'est fini de parler de droite et de gauche, ça suffit. Il faut vraiment viser le bien commun. Et à partir de ce moment-là, se regrouper derrière le bien commun. L'intérêt général et l'intérêt de notre communauté. Alors, vous avez dit les Gilets jaunes et la guerre civile froide. On a l'impression que tout ça devient un peu plus chaud. La France en flammes, des événements s'accélèrent. Il s'accélère beaucoup, si tant est que à l'automne, à la rentrée, avant la rentrée, on nous expliquait que les Gilets jaunes, c'était terminé. Mais d'abord, ce n'est pas terminé, mais on voit bien qu'il y a immensément de luttes sociales qui prennent le relais, que ce soit les professions libérales. Les agriculteurs hier. Les agriculteurs hier, les professions libérales pour leur caisse de retraite, qui veulent sauver ce pourquoi ils ont cotisé de façon autonome. La police maintenant, et la police, on est peut-être demain à la veille d'une fronde, après les événements de la préfecture de Paris. Ça ne s'arrête pas. Les grandes manifestations qui ont été mises sous le boisseau par la presse contre la PMA et en arrière-plan la GPA, même si on nous a dit que c'était un tabou intransgressible. On sait ce que sont les tabous intransgressibles. Quand on nous a vendu l'avortement, c'était pour des cas exceptionnels, pour sauver des vies. On n'a jamais fait autant d'avortements, 220 000 par an en moyenne. Depuis 40 ans, vous voyez, faites le total, et vous verrez qu'on a eu un véritable... N'ayons pas peur du mot, un véritable génocide. Mais je crois que notre peuple a perdu, n'a jamais lu Dostoïevski. Si Dieu n'existe pas, tout est possible et on va vers ce... Si Dieu n'existe pas, tout devient possible. C'est dans Les démons, ou traduit en français par le titre Les possédés. Il prenait pour modèle Netchaïev, le nihiliste absolu, qui n'a pas tué grand monde dans sa vie, mais qui a inspiré Lénine, qui lui, au contraire, nous en sommes là. A perpétré les hécatombes. Nous en sommes là. Et cette manifestation, alors, je voudrais qu'on y reste un petit peu, parce que j'y ai participé, et j'étais quand même assez choquée. Tout le monde était content, parce que ça s'est bien passé. Même Jean-Yves Camus, qui est le journaliste le plus agressif contre la droite traditionnelle, le plus haineux, le plus haineux dans le journal Le Monde, qui maintenant écrit au Figaro, qui connaît un léger gauchissement en ce moment, on va dire. On voit bien qu'il y a une perméabilité droite-gauche. Puisque quand même, la Société des journalistes s'est liguée pour obtenir... pour demander le débarquement de Zemmour. Alors, on pense ce qu'on veut de Zemmour, mais quand des journalistes qui devraient être pour la liberté de la presse s'unissent pour demander... Alors là, on est... Ils ont oublié, la devise du journal, sans la liberté de blâmer. Mais quand Alain Soral est condamné à 2 ans de prison, personne ne moufte. Tout le monde a l'air de trouver ça normal. Donc on est un peu sidérés. Alors, dans cette manifestation, donc, nous devions défiler derrière des bonnets phrygiens.
je suis désolée, mais pour moi, les bolets phrygiens, c'est tout de même l'emblème de la Révolution. Et de la terreur. Et de la terreur. Terreur qui a décapité principalement des catholiques. Ensuite, il fallait reprendre des slogans républicains, révolutionnaires. Marchons enfants, un jour de gloire est arrivé, et liberté, égalité, paternité. Alors des gens très intelligents m'ont dit « Mais Anne, c'est du langage détourné, c'est du langage de com. » Oui, mais je suis désolée, l'esclave parle la langue du maître. Quand on utilise le vocabulaire de l'ennemi, on devient un esclave. Et les bannières ont été encore une fois interdites, les bannières religieuses. Il fallait être consensuel, j'imagine. Il fallait être consensuel, mais je suis désolée, mais on en devient con tout court. Parce que... Et le consensus est une tyrannie épouvantable aussi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai quand même été très choquée. Sur le chemin vers la manifestation, nous croisons un monsieur âgé de 82 ans qui tient une pancarte sur laquelle est inscrit cette phrase étonnante Arrière Satan, point d'exclamation, la France est ici avec Dieu. Phrase étonnante, phrase médiévale, on était au Moyen-Âge, et je lui dis, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous quittez la manifestation ? Et il me répond, parce que mon panneau a été interdit. Et j'ai trouvé ça choquant, et j'ai rebroussé chemin. Je lui dis, revenez avec nous et nous vous soutiendrons. Évidemment, ça n'a pas marché. 4 personnes du service d'ordre bien baraquées sont venues vers nous et ont cassé le panneau. Je dois dire quand même que l'un d'entre eux m'a reconnu parce que TV Liberté est suivi et il m'a dit « Je vous ai reconnu, vous êtes Anne Brassier, mais c'est comme ça. » Les agences de com, la communication veut que nous ne montrions pas que nous sommes catholiques. Et une bourgeoise derrière, très très grande, bien nourrie, m'a dit « Madame, vous discréditez la manifestation. » Alors en montrant qu'on est catholique, on discrédite cette manifestation qui est organisée par des catholiques et qui est fréquentée uniquement que par des catholiques. Bon, fin de ma tirade, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis sidérée. Écoutez, c'est à l'image de notre temps. Le soir, on était la presse, L6 et TF1. On ricanait à propos de cette manifestation qui n'avait pas fait le tiers de rassemblement, même si c'est le tiers de la manif pour tous, ça fait donc un tiers d'1 500 000, donc ça fait 500 000 personnes. Mais donc c'était dérisoire, on n'en parlait pas, et on parlait de je ne sais quel coxigru. Enfin, c'est proprement hallucinant. Et puis, il y a quelque chose de... Revenons à la phrase de Dostoïevski. Il y a quelque chose de délicieux nous prouvons que nous sommes peut-être pas la majorité dans le pays, mais nous sommes les seuls à vouloir le bien commun et la protection de la loi naturelle. Et qu'avec cette majorité, on va voter des lois iniques, on va voter des monstruosités. Donc, de toutes les façons, contre nature. Les chiffres nous importent peu. Nous sommes sûrs d'être dans la vérité, c'est tout. Alors, il y a des papas qui seront en fait des mamans, puisque ce sera les épouses dans le couple, voilà. Il y a un tandem, un duo extraordinaire entre Madame Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Madame Buzyn, où elles s'en mêlent les pinceaux, elles ne savent plus qui est transgenre, comment les choses se passent, se font, se Oui, font, parce que les se braves défont. femmes, elles ne connaissent pas ça dans la vie de tous les jours. Elles restent encore très traditionnelles. Enfin, c'est vous qui le dites. C'est bon. Bon, enfin, regarder leur tête. L'une est tout de même, en effet, l'une est tout de même la belle-fille de Simone Veil. Elle a vécu dans un milieu qui prônait l'avortement, c'est évident. Donc pour elle, maintenant... Vous parlez de Madame Buzyn. Madame Buzyn, oui. Oui. Bah, c'est une Simone Veil au petit pied. Mais bon, tout ça pour dire que les choses ne vont pas tout à fait bien dans notre pauvre pays. Mais revenons à votre livre. Il y a quelque chose de vraiment très pourri au Royaume de France. Quelque chose de très pourri. Vous nous parlez avec beaucoup de franchise et d'émotion de ces gilets jaunes
qui sont tout de même la marque d'un drame français. C'est une tragédie. La France périphérique, la France qui est aussi la France d'en bas, mais pas seulement. Il y a aussi une bourgeoisie, quand elle n'est pas franc-maçonne, et elle reste un peu parfois catholique, dans nos provinces, qu'on appelait nos provinces. Oui, oui. Ces gens sont des hérités. Quand je dis que dans la France profonde, lorsque je veux faire des courses un peu soutenues, je suis obligé de faire 40 km. Alors Jean Montgarde, bon, les 40 km se font assez facilement, les routes étant désertes, et on ne craint pas trop les radars. Mais c'est ça la véritable France. Le dentiste est à 30 km, il y en a un, mais ce sont des Roumains, pas des Roumains, oui, qui viennent de Roumanie, quand ce ne sont pas des Hongrois, et ça change, ou des Polonais, ça change en permanence, parce que personne ne tient véritablement très longtemps. Ce qui ne veut pas dire que leurs soins soient mauvais, mais enfin, bon, il faut les saisir au vol. Les choses sont très compliquées, hein. Sont assez compliquées. Donc cette France, c'est la France des oubliés, c'est contre la France des métropoles, la France cosmopolite ou cosmopolitiste, qui ne prend plus ses vacances d'ailleurs dans le Luberon. Ils vont ils vont à Marrakech, voilà. Même un peu plus loin. Ils ont leur riad à Marrakech et même beaucoup plus loin où ils vont en Thaïlande faire un peu de touristes comme ci, comme ça. Et donc cette France ne les intéresse plus. Voilà. Mais c'est la France, c'est quand même... L'agriculture a disparu. Dans nos villages, il y avait 10, 15 agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un seul. Mais les exploitations agricoles font... 800, 1000, 1500, 2000, 3000, voire 4000 hectares. Ils vont labourer leurs champs à 30 km. On est dans un monde de fous. Et on nous parlait toujours de la redistribution des terres, du petit paysan. Mais non, mais le petit paysan, il a migré pour constituer une sorte de lumpen prolétariat dans les banlieues. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous montrez bien qu'il y a plusieurs... dynastie d'hommes de gauche et qu'on arrive à cette situation totalement contradictoire, c'est que c'est le petit peuple qui souffle le plus. C'est ça la gauche, ça a toujours été la gauche. Quand Lénine meurt en 1923 ou 1924, 40% de la classe ouvrière a disparu. Elle a été laminée soit par la guerre civile, soit par l'épuration. On les a envoyés au goulag. Ne pas oublier que l'Union soviétique, dont on parlait, les grandes réussites techniques, la maîtrise de la nature, l'inversion du cours des fleuves, enfin tout ce que l'on veut, l'arasement des montagnes, ça a été basé sur l'esclavage. L'esclavage de la Kolyma, du goulag. Ce sont des millions d'êtres humains réduits en esclavage, qui ont percé les voies de chemin de fer à travers la Sibérie. Mais ça, on l'oublie. C'est une société, le socialisme, une société qui a rétabli l'esclavage humain. On traitait les paysans révoltés comme à Tambo, c'est en 1925, ça au gaz. On les gazait au gaz hypérite. Vous dites d'ailleurs que c'est l'URSS qui a imaginé la communication. Il s'est rendu compte que la propagande ne marchait plus, donc Alors ça, c'est à la fin du système. Oui, Gorbatchev la fameuse glasnost, la perestroïka qui était la restructuration, la glasnost qui était la transparence. Ils se sont inspirés des méthodes américaines, la communication, comme pour la fameuse manifestation. Voilà. C'est instauré, il fallait, ça devenait, comme il y a une démocratie participative, il fallait faire participer la population à sa propre communication, lui faire dire, comme la gestion... À son propre meurtre, parce qu'on communique uniquement pour... La gestion participative dans l'entreprise, c'est faire participer, et par la dynamique de groupe dans laquelle excellent les trotskistes. Un diplôme de trotskiste, c'est bien meilleur encore qu'HEC. Et donc d'associer les employés de l'entreprise à leur propre asservissement, à leur propre servitude. Après de très très belles pages sur Assange d'ailleurs, que je conseille aux auditeurs, pour vous montrer comment il est prisonnier en Angleterre et comment le ministre de la Défense britannique
détermine 3 menaces, le terrorisme, l'espionnage russe et le journalisme d'investigation. C'est quand même... Vous êtes une personne dangereuse, Jean-Michel Vernochet. Je suis fureuse. Je suis trop vieux pour être véritablement dangereux. Puisque le ministère de la Défense britannique classe le journalisme d'investigation dans les dangers. On est en train d'instituer des délits d'opinion, puisqu'il y a des opinions, il y a des opinions qui n'en sont pas, qui sont des délits. Mais en fait, en clair, ça s'appelle un délit, c'est un sophisme de dire ça, c'est un délit d'opinion. Donc on est en train d'instituer le crime contre la pensée. Et ceux qui pensent de façon dissidente, déviante, mais après tout, on a le droit d'être stupide. Si ce que j'écris est stupide, c'est mon droit le plus fondamental. C'est le droit de la personne humaine. À la rigueur, on peut me mettre en hôpital psychiatrique, comme dans le pays mais non, mais là, on poursuit, vous savez que dans nos sociétés, on poursuit les gens qui pensent mal. Donc on a institué, comme chez M. Orwell, un crime contre la pensée. Vous réglez aussi leur compte aux juges et notamment aux syndicats de la magistrature et à Madame Françoise Marthe, qui a été promue, qui est maintenant... c'est celle qui est à l'origine du mur des cons et qui a été promue à Bordeaux. Mais évoquons Notre-Dame, puisque c'est une partie très intéressante de votre livre. Vous dégagez les lignes de force sur le long terme. Et vous rapprochez l'incendie de Notre-Dame de l'incendie d'un temple à Samarra, d'une mosquée à Samarra. Oui, tout à fait. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît. J'avais écrit un article qui est paru dans un journal suisse. Je disais crime contre l'humanité, en expliquant que ce grand mausolée, qui est le mausolée du 12e imam, ce sont des mausolées, c'est-à-dire il n'y a pas de corps, ce sont des cénotaphes, du 12e imam avec un minaret qui est en spirale, qui est tout à fait exceptionnel, qui est au nord de Bagdad, ne pouvait pas être détruit ni par des chiites, évidemment, puisque les chiites sont des chiites duodécimains, et le 12e imam, ils attendent le retour du 12e imam. Ni par des sunnites non plus. Et ni par des sunnites, puisque ces gens, contrairement à nous n'en avons plus la notion. Il faudrait revenir au Moyen-Âge, croient au paradis et à l'enfer. Un croyant qui commettrait un tel acte serait condamné à la damnation éternelle. Donc on sait que ce sont des commandos qui, à l'époque, parfois s'habillant sous couvert d'uniforme britannique ou de la police ou de l'armée irakienne, perpétraient ce type d'attentat en essayant d'embraser, mais n'y sont pas véritablement parvenus, jamais, d'embraser le feu de la guerre civile entre les communautés. Et chez nous, tout de suite, il y a des voix qui sont élevées, mais elles se sont vite éteintes en déclarant que l'incendie de Notre-Dame était un incendie islamiste. Pu être possible, mais en l'occurrence, il y a d'autres présomptions très fortes qui montreraient qu'il y avait des intérêts beaucoup plus puissants, également géopolitiques, mais on n'entrera pas dans le détail, il faut lire le livre, qui pouvaient pousser de même. On peut peut-être rapprocher aussi cela de l'incendie de Lubrizol à Rouen. L'incendie, n'oubliez pas, de Lubrizol, n'a pas pris dans l'usine, ni même dans l'entrepôt, mais aux abords de l'usine. Et qui est le propriétaire de cette usine? C'est Warren Buffett. Warren Buffett, le grand milliardaire. Et le feu s'est propagé dans l'usine, où tous les dispositifs de sécurité les plus modernes, les plus efficaces, interdisaient tout incendie. Donc l'incendie était en fait impossible. Alors posons-nous des questions. C'est une question que la presse également ne se pose jamais. On parle des conséquences des fumées, des aspects sanitaires qui sont importants, essentiels. Mais il y a aussi la question de savoir quelle est la cause du sinistre. Mais il y a journaliste d'investigation et journaliste d'investigation. Tout le monde ne se ressemble pas. Jean-Michel Vernochet. Alors, vous évoquez, bien sûr, c'est un peu oublié, mais cette étrange matière qui a été, cette peinture qui a été posée sur les poutres et qui a provoqué
ce feu on ne immédiat. sait pas si c'est de la peinture, mais on peut penser que la peinture a été, ou l'enduit de protection a été mélangé avec une autre substance. Parce que la charpente, 100 mètres de charpente, 100 mètres de longueur, se sont enflammés en l'espace de 20 minutes, une demi-heure, ce qui est proprement impensable. Même, il faut 1 degré pour enflammer des poutres de chêne qui sont pétrifiées depuis une partie de la charpente d'avait plus de 4 siècles, qui sont quasiment devenues de la pierre. Il faut une charge thermique, comme on dit, absolument considérable. Donc le mystère demeure. Et quand même, l'État se moque bien de nous, pour rester convenable, en nous disant que c'est un mégot qui a enflammé... Oui, l'histoire du mégot est assez risible. Il y a aussi un signe faible, comme dirait la police, que je viens de... C'est M. Castaner qui a parlé de non-signe à propos de la série d'assassinats de la préfecture. Voilà. Et après, il a dit, mais ça reste un signe faible. Oui, et... c'est authentique. Il semblerait que l'évêque de Paris et tous ceux qui étaient en charge de la cathédrale n'aient pas le droit de... reprier sur le parvis. On a retiré le parvis de la juridiction de l'Église de France, de l'Église de Paris. Ça montre bien quelle est la direction prise. Est-ce que c'est un signe comme quoi, eh bien, le parvis doit être utilisé à autre chose qu'à des rassemblements religieux, puisque Monseigneur Chauvet voulait faire une cathédrale provisoire, ce qui était une belle idée. Oui, ériger mais vous savez bien que le parvis est destiné à être éventré, à avoir des galeries marchandes en dessous. Il y aura un plafond de verre et on marchera au-dessus des galeries marchandes qui... Voilà. Alors, vous en parlez très très joliment et je crois que c'est... il faut lire. Nous aimons nos vieilles pierres et nous saignons avec elles lorsqu'elles éclatent sous la chaleur des flammes, s'effondrent ou se décomposent sous l'action de l'eau. Nous aimons nos monuments parce qu'ils ont été bâtis et sculptés à notre semblance, c'est-à-dire qu'ils nous ressemblent et que nous portons en nous la mémoire de ceux qui les ont édifiés. Nos aïeux nous parlent au travers de ces pierres, de ces précieuses ciselures de pierre. Ils s'adressent à nous à travers et au-delà des siècles. Ils vivent en nous par des œuvres qui sont le reflet de leurs âmes et animent les nôtres à leur image. Les morts régentent les vivants, disait Gustave Le Bon. Les morts parlent aux vivants, ce pourquoi nous sommes si bouleversés quand un pan de notre mémoire s'abîme dans un puits de flammes et dans cet écroulement et ce brasier, nous faisons l'expérience d'une mort irrémédiable, plus angoissante que notre propre disparition, celle de notre être collectif. Et je crois que ce beau texte marque bien tout à fait comment et pourquoi ce feu de Notre-Dame a bouleversé la France entière, mais on le a versé monde du entier. plomb fondu sur nos plaies, sur nos plaies spirituelles. Le monde entier. Et je crois que les téléspectateurs trouveront leur bonheur dans ces pages qui expliquent si bien, encore une fois, par leur hauteur de vue, vous êtes toujours en train de regarder sur le long terme. Vous n'êtes pas le nez dans l'événement, vous regardez toujours 50 ans, 100 ans, voire davantage. Des siècles en arrière. Mais en même temps, j'ai cette présomption de penser qu'on puisse écrire l'histoire en temps réel, c'est-à-dire ne pas attendre 30 ans pour avoir une réflexion mais malheureusement, je ne suis pas dans l'émotion et donc mes livres ne ressortent pas de la collection Harlequin, je le déplore. Non, mais vous avez une belle couverture. Notre-Dame en feu et les gilets jaunes devant, c'est une belle couverture. Merci beaucoup Jean-Michel Vernochet. Je vais dire que les auditeurs vont pouvoir vous retrouver dans un salon du livre prochain. Les coordonnées vous seront données, mais en tout cas, ça sera début décembre. Et ils seront très heureux d'acquérir et de faire dédicacer ce livre. Merci Jean-Michel Vernochet. Merci à vous Anne Brassier, merci à toutes et à tous. À très vite, chers amis de TV Liberté.